Ça fait 15 ans que j'ai raison, et ça fait 15 ans que ça vous emmerde que j'ai raison, parce que depuis le départ, vous avez estimé que je devais avoir tort. Bon, voilà. Alors il faudra vous y faire, vous mourrez avec ça. J'ai gagné 45, plus un peu plus encore. Et vous en êtes content. Et plus ça vous emmerde, plus ça me fait plaisir. Et ça vous fait plaisir, ça, on peut l'imaginer. Oui. Bonjour à toutes et à tous, c'est Charles Brumeau, diététicien. Je suis vraiment ravi de vous retrouver et que vous retrouviez dans La Poire, votre podcast qui redonne du sens à l'acte de manger dans toutes ses dimensions. Un petit mot d'abord d'autopromo pour vous remercier de l'accueil que vous faites chaque semaine au service après-vente de l'alimentation. C'est mon nouveau format de vidéo sur Instagram. Je m'amuse vraiment comme un petit fou et j'arrive aussi à faire passer des messages avec humour. En tout cas, c'est ce que vous me dites quand vous partagez les vidéos et vous êtes nombreux à le faire. Bon, celles et ceux qui ne sont pas sur Facebook, vous ne pouvez pas les voir pour l'instant, mais j'y remédierai très prochainement, c'est promis. Alors dans cet épisode, je vais vous parler de la perte de poids et de l'alimentation. En effet, quand on pense à perdre du poids, toute raison confondue, on pense direct à manger moins et mieux manger, ou se bouger plus, se bouger mieux. C'est la fameuse balance calorique, la vision thermodynamique des choses, la balance énergétique, qui veut que c'est simple, faut juste manger un peu moins que ce dont tu as besoin, et puis c'est tout. Écoutez, visiblement cet homme est épuisé, il ne peut plus suivre un raisonnement logique, alors nous reprendrons cet interrogatoire demain matin. Alors messieurs, ramenez-le dans sa cellule. Exactement, je comprends cette approche, mais qui est un chouïa simple, voire simpliste. Si c'était vraiment le cas, je crois que tous les professionnels de la nutrition n'auraient plus de boulot, puisque ce motif de consultation est quand même le principal pour beaucoup d'entre nous. D'une part, le déficit calorique, pour qu'il puisse marcher, il doit être très léger, genre moins de 5% des apports énergétiques quotidiens pour que l'organisme ne se dise pas « Ouais, elle me donne pas assez d'énergie, bon bah moi je me mets dans ma coquille, je fais la grève de mon métabolisme et je brûle moins d'énergie au repos. » Et d'autre part, c'est une vision simple, voire simpliste, comme je le disais, parce qu'il existe plein d'autres freins à la perte de poids, puisque nous ne sommes pas des robots, nous sommes des humains qui connaissent des variations de poids. Et je vous en donne quelques exemples. Cette liste est non exhaustive, bien sûr. Il y a des freins génétiques et épigénétiques. La génétique, on sait ce que c'est. L'épigénétique, c'est la façon dont les gènes qui vous ont été transmis vont s'exprimer grâce à nos comportements, notre mode de vie, comme la consommation de graisses de qualité, la consommation de tabac ou d'alcool, la pollution, l'activité physique, l'exposition à différents polluants, la variété et la diversité de notre microbiote. L'ADN reste le même, mais il s'exprime différemment. C'est toujours la même voix, mais avec un micro ou un mégaphone, si vous voulez. Pour rentrer dans les détails, à chaque seconde de notre vie se produit un mécanisme central qui s'appelle la méthylation. Et la méthylation, c'est cette réaction qui a la capacité de rendre silencieux des gènes indésirables, ce qui est cool, mais aussi allumés, entre guillemets, des gènes qui peuvent nous rendre plus vulnérables au diabète de type 2 ou faire que votre leptine sera par exemple moins efficace, ce qui peut augmenter votre appétit. C'est une petite piste d'ailleurs que j'ai trouvée dans le bouquin de Véronique Liès, qui est diététicienne et qui a publié Ma Bible pour perdre du poids sans régime, qui est paru aux éditions Le Duc. Si vous voulez savoir si vous méthylez bien, il suffit de faire doser l'homocystéine qui devrait être comprise entre 8 et 12 micromoles par litre. Et si c'est pas le cas, pensez à une supplémentation en vitamine B9 sous forme méthylée. On fera également doser les folates, la B12 et le zinc qui sont des cofacteurs de cette fameuse réaction de méthylation. Et au niveau alimentaire, focus sur la plupart des épices, cannelle, curcuma, safran, gingembre, sur les aromates, thym, basilic, anis, sur les condiments, ail, oignon, piment, les graines de lin ou de sésame, et puis pas mal de légumes, notamment les brocolis, le fenouil, les céleris, puis les fruits, tous les agrumes, les kiwis, les raisins noirs, les pommes, les huiles riches en oméga 3 et 9, le thé vert ou blanc qui est longuement infusé pour le côté antioxydant, sans oublier l'activité physique bien sûr, la gestion du stress, la réduction de l'exposition aux métaux lourds. Il y a aussi d'autres freins, des freins hormonaux. On peut citer l'insuline qui est impliquée dans le métabolisme glucidique en favorisant l'entrée du glucose dans les cellules pour que le taux de sucre dans le sang reste à la normale. Elle est impliquée aussi dans le métabolisme des lipides en favorisant le stockage du gras et en empêchant le déstockage. Elle intervient aussi dans le métabolisme protidique, donc des protéines, puisqu'elle permet l'entrée des acides aminés dans les cellules, notamment les cellules du muscle et du foie. C'est aussi pour ça que je dis souvent sur mon compte Instagram qu'après l'effort, consommer des aliments à indice glycémique
modéré à élevé, c'est pertinent, notamment pour la reconstruction musculaire. Alors si vous fabriquez trop d'insuline trop souvent, il y a un mécanisme de stockage, des coups de pompe après les repas, des fringales régulières, des troubles de la concentration, des troubles de l'humeur. Bon là, il faudrait vraiment 2 épisodes entiers pour étudier toutes les mises en place de l'insulinorésistance. Retenez que ce qui fait la différence, c'est une alimentation d'inspiration crétoise, donc méditerranéenne, à dominante végétale, comprenant une qualité, une quantité de fibres importante au quotidien, selon votre tolérance digestive bien sûr, des aliments plutôt à IG bas, avec des associations qui font que la charge glycémique de votre assiette sera plutôt faible à modérée la plupart du temps. D'ailleurs, si vous voulez des petits conseils sur mon site internet, je crois qu'il suffit de taper 5 conseils pour réduire l'indice glycémique de votre plat de pâtes. Vous tombez et vous prenez le premier résultat Google, mais je me suis trompé dans le titre, c'était pas indice glycémique, c'était charge glycémique, si je voulais être très précis. Des oméga 3 d'origine végétale et animale. Bon, en gros, c'est tout ce qui est huile de lin, huile de cameline, des noix, et puis des petits poissons gras 1 fois par semaine environ. Des cuissons qui sont al dente ou à la vapeur douce, et avec une limitation des aliments très très transformés comme les sodas, les sucreries, il y a aussi la bière, les aliments très salés, les céréales du petit déjeuner qui sont extrudées, etc. Pas tant pour leur rapport calorique, mais plus pour l'effet qu'elles peuvent avoir sur votre corps. Et je pense aux personnes qui ont ces symptômes dont j'ai parlé il y a 1 minute. Bien sûr, un soda de temps en temps, c'est sympa, c'est pas la question, mais si vous avez des antécédents de diabète dans votre famille et que votre alimentation, elle est plutôt pain de mie, fast-food, flocons de pommes de terre, jus de fruits en excès, votre pancréas, il va passer votre temps à vous dire « je suis pas diabétique, je suis pas diabétique, je suis pas diabétique, je suis prédiabétique, je suis prédiabétique, je suis diabétique ». Voilà, pour reprendre l'expression d'un diabétologue que j'aime bien qui s'appelle Réginald Alouche. Le diabète, ça se déclare pas du jour au lendemain, c'est une maladie qui est progressive et souvent ça met des années à venir. Voilà, oui, je sais, je parle pas souvent de règles alimentaires dans mon podcast, mais là, clairement, à un moment donné, c'est aussi mon job de rappeler les basiques de bon sens pour limiter les risques d'insulinorésistance. Du coup, je le redis encore, l'activité physique, donc tous les mouvements du corps hors pratique sportive ou une pratique sportive modérée est très intéressante dans ce cadre-là. Et alors il y a plein d'autres hormones, on pourrait aussi citer la thyroïde qui ne fonctionne pas de manière optimale puisqu'elle manque de certains nutriments. Voilà, petite dédicace aux gens qui zappent les féculents notamment. Cette hormone justement avec l'insuline, elle est très impliquée dans la gestion du poids ou plutôt dans la gestion d'un corps qui fonctionne. Là, les symptômes non exhaustifs, je prends du poids alors que j'ai rien changé dans mon hygiène de vie, que je pense que je fais tout bien. Il y a la fatigue persistante, le fait d'être irritable, d'avoir des insomnies, de la constipation, de la frilosité notamment au niveau des mains, des pieds, des ongles cassants, une peau sèche, une chute de cheveux, des migraines à répétition ou une tension basse. Si on veut être plus précis, au niveau biologique, on peut faire doser la TSH, la T3, la T4 et surtout la T3 reverse ou la T3R, qui est la forme inactive de la T3 mais qui va bloquer l'action de la T3. C'est très important à savoir ça parce que certains médecins ne sont pas ultra sensibilisés sur la question et font uniquement doser la TSH. Et là, c'est compliqué pour moi de donner des conseils généraux, de parler d'alimentation riche en tyrosine à chaque repas, de consommer suffisamment d'iode, etc., d'éviter de jeûner par exemple. Je vais surtout trouver un ou une spécialiste de la question pour vous faire un épisode détaillé sur la question. Comptez sur moi. Voilà, donc il y a des freins hormonaux, puis il y a aussi des freins physiologiques comme l'inflammation. J'en ai déjà parlé dans un épisode de Dans la poire express avec les 3 conseils pour réduire l'inflammation de bas grade. L'inflammation aiguë qui est nécessaire, qui est chouette comme tout, c'est le coup de soleil, c'est quand on se coupe, là il y a la cicatrisation, il y a la rougeur, il y a l'organisme qui met en place toutes les réponses pour se défendre. Et puis il y a l'inflammation de bas grade, à bas bruit, puisqu'elle est silencieuse et qu'elle fait le lit notamment des maladies de civilisation. Pour que vous compreniez un peu le mécanisme, cette inflammation de bas grade, c'est l'ensemble des réponses de votre organisme à une agression. Il va mettre en branle tous les mécanismes de défense, et ces mécanismes de défense, à un moment donné, ils seront dépassés, ils seront non contrôlés, et c'est un peu une étincelle avec un brasier ensuite qui s'embrase, excusez-moi de la tautologie. Et ce qui peut se passer, c'est que cette inflammation peut dégrader le fonctionnement de certaines hormones et contribuer à l'insulinorésistance. Elle peut avoir un impact sur l'efficacité des mitochondries, les mitochondries qui sont la centrale énergétique de nos cellules,
Elle peut empêcher le bon fonctionnement de la leptine et de la sérotonine, ce qui peut augmenter l'appétit. Elle peut aussi ralentir la lipolyse. La lipolyse, si on veut aller vite, c'est le déstockage des graisses, si vous préférez. Elle peut aussi affaiblir la masse musculaire. Joli. Beau lapsus. Elle peut aussi affaiblir la masse musculaire au profit de la masse grasse. Si on veut être plus précis, affiné, eh bien au niveau des dosages, il y a un marqueur qui s'appelle la CRP, la protéine C-réactive, qui est une protéine de l'inflammation libérée par le foie. On peut aussi doser la CRP-US, c'est la protéine C-réactive ultra sensible. Au niveau alimentaire, il y a énormément de bouquins là-dessus, énormément de ressources sur Internet, mais je vous donne juste quelques pistes. En gros, c'est réduire les sources potentielles d'inflammation chronique et apporter tout ce qui apaise l'inflammation. Donc en gros, réduisez les graisses trans, tout ce qui est margarine industrielle, les viennoiseries, les biscuits, les pâtes feuilletées, l'excès de viande, de charcuterie, des cuissons genre barbecue, frites, tout ce qui est chips, etc. L'excès d'alcool, l'excès de café. Le café, c'est vraiment genre pas plus de 3-4 par jour. Quand j'en vois qu'un de mes patients qui prennent 6-7 cafés par jour, c'est un tout petit peu trop. Un médicament comme les antiacides, les antibiotiques. Bon, là, sur ces questions-là, faut consulter votre médecin traitant, bien sûr. Le stress chronique avec la méditation de pleine conscience ou la cohérence cardiaque. Et puis, bien sûr, le manque de sommeil chronique. Puis, on favorise les oméga 3 d'origine animale et végétale dans leur matrice, donc privilégiez plutôt la forme native plutôt que de vous jeter direct sur des compléments alimentaires. Privilégiez aussi les œufs de la filière bleu blanc cœur, à bloc sur les antioxydants, les fruits et légumes colorés, les épices colorées aussi avec des couleurs variées, du jaune, du rouge, du violet. De la vitamine D chaque jour, surtout cet hiver, on y pense bien. Puis des aliments lacto-fermentés, tout ce qui est kéfir, cornichon, voire yaourt nature. Il y a d'autres freins, je pense que là aussi je ferai un épisode complet sur le stress oxydant, les freins médicamenteux, les antidépresseurs, les corticoïdes, les œstrogènes qui sont mal dosés par exemple, qui peuvent faire prendre du poids, sur les expositions à un environnement pollué. Bref, il y a encore plein de sujets, notamment comme le stress, le sommeil, la pratique sportive. Et puis, il y a aussi les freins qu'on se met à soi-même. Par exemple, lorsqu'on fait des repas avec des portions trop petites, des repas qui sont pas assez rassasiants, en essayant de vraiment tenir jusqu'au repas suivant. On essaye de tenir. Vous vous rendez compte un peu? Tenir alors qu'on parle d'un acte fondamental qu'on accomplit 3 fois par jour. Donc même sans parler des émotions, le fait de n'avoir pas assez à manger augmente le risque d'impulsivité à manger au repas suivant si on tient, comme on dit. Donc on mange plus vite, on mastique moins et parfois juste on dégomme notre assiette. Et si avant le repas on rentre chez soi et qu'on a une faim de loup, on défonce ce qui nous tombe sous la main. Dans ce cas, ça pourrait être intéressant de réfléchir à placer une collation, un encas qui serait bon pour les papilles et pour la santé, un encas suffisamment rassasiant et d'observer les différences, d'observer où ça vous mène, est-ce que ça diminue ou est-ce que ça laisse, pareil, votre impulsivité à manger quand vous rentrez du bureau le soir. Et puis dans l'impulsivité à manger, il y a aussi la déshydratation, là le cerveau panique et pète un câble, donc peut-être aussi s'assurer qu'on boit suffisamment d'eau régulièrement dans la journée, dès la matinée, si besoin en se mettant des rappels sur son téléphone au début pour retrouver un comportement dipsique adapté, c'est-à-dire retrouver un niveau d'équilibre, d'homéostasie par le fait de consommer des liquides, en l'occurrence l'eau bien entendu. Voilà, bon, ça fait encore pas mal d'infos à retenir. Vous pouvez vous arrêter là et reprendre plus tard, vous laisser filer vos pensées parce que je vous propose un interlude poétique en attendant de voir la deuxième partie sur un volet plus comportemental. Je vous ai trouvé un poème d'André Chédid. André Chédid, c'était une poétesse qui est née au Caire en 1920. Et pour la petite histoire, c'était aussi la maman de Louis Chédid et donc la grand-mère du chanteur M. Elle a beaucoup écrit sur la guerre au Liban, mais aussi sur la condition humaine, les liens entre l'homme et le monde, sur la vie, quoi. Aucune marche, aucune navigation n'égale celle de la vie, s'actionnant dans tes vaisseaux, se centrant dans l'îlot du cœur, se déplaçant d'âge en âge. Aucune exploration, aucune géologie ne se compare au circuit du sang, aux alluvions du corps,
aux éruptions de l'âme. Aucune ascension, aucun sommet ne domine l'instant où t'octroyant forme, la vie te prête à vie, les versants du monde et les ressources du jour. Aucun pays, aucun périple ne rivalise avec ce bref parcours, voyage très singulier de la vie, devenue toi. Voilà, on va reprendre tranquillement. Ce poème, c'est une ode au voyage intérieur qui est bien souvent bien plus riche que nos allers-retours azuréens. Il parle d'exploration, de périple, de ressources du jour. Et je trouve que c'est assez en lien avec les problématiques liées au cœur. Bon lapsus, avec les problématiques liées au corps. Voilà pourquoi je voulais le partager. Puis parfois quelques mots comme ça sur sa problématique, ça permet de se décentrer un peu. Dans la première partie de l'épisode, je vous avais parlé des freins à la perte de poids. Je voudrais aussi vous rappeler que tout le monde n'a pas forcément du poids à perdre et que si vous êtes dans cette démarche, ce serait intéressant d'être accompagné par un ou une professionnelle de santé formée sur la question. Et puis, on peut aussi continuer à vivre avec le poids qui est le sien s'il ne nous met pas en danger sur le long terme. Alors, je sais pas si vous avez vécu ça, mais quand on perd pas de poids, qu'on connaît un palier de stagnation, eh bien, notre cerveau, il se met à nous raconter des histoires, des mots, une petite musique qu'on connaît bien. En gros, il veut soit nous remettre dans le contrôle, pas top, du genre ouais, t'as forcément fait un truc pas terrible, c'est de ta faute, la pâtisserie le mercredi dernier, non mais vraiment tu le fais exprès, t'as pas de volonté, 3 apéros par semaine, bonjour les dégâts, bah faut pas t'étonner aussi, hein. Donc voilà, il y a cette phase d'alerte, hein, mais tout de suite après, ou en même temps, une couche de jugement qui est bien souvent lourde à porter. Alors notre cerveau, il nous met le mode foutu pour foutu, hein, et du coup, c'est ouais, tout ça pour ça, je suis pas récompensé de mes efforts, autant foirer la journée et se faire plaisir une bonne fois pour toutes. Ouais, je me suis cassé le cul pour rien. Au point où on en est, bah franchement, autant y aller franco. De toute façon, t'es gourmande, t'y arriveras jamais, c'est trop dur, retourne dans ce que tu sais faire de mieux, te goinfrais. Oui, vous êtes capable de ces jugements, je le vois chaque jour en consultation. Vous savez ce qu'ont en commun ces deux réactions? Elles sont super stéréotypantes, vraiment très dichotomiques. C'est des réactions exacerbées, on retrouve le toujours jamais, le blanc ou noir, le t'as foiré ou t'as réussi. Et on peut observer qu'il n'y a pas beaucoup de nuances dans ces réactions. Et c'est vrai que parfois c'est super important d'avoir des réactions très entières, très tranchées, des réactions de survie, hein. Du genre si vous combattez un feu de broussailles chez vous, ou un loup affamé qui vous court après, ou si vous devez vous arrêter à un feu rouge, bah là, le sens de la nuance, de la couleur, de la pensée, on s'en fout un peu, là, faut juste survivre. En revanche, pour adopter des changements de vie, bah là, les réactions stéréotypées, les réactions dichotomiques, elles semblent tout à fait logiques, hein, comme une sorte de réflexe tout à fait humain, mais elles sont pas très fonctionnelles, c'est-à-dire qu'elles marchent pas très bien. Dans le premier cas, on remet du contrôle, on tend l'élastique, et à un moment donné, il pète cet élastique. Dans le deuxième, on relâche totalement l'élastique, et après, on est tenté de le retendre à l'extrême, puisqu'on est lâché, qu'on a connu une variation de poids et non de prise de poids, et que donc on est flippé, et que seul le recontrôle intense nous semble la bonne option. Bref, dans les deux cas, on est perdant, même si, encore une fois, c'est tout à fait normal et que ça fait partie de l'expérience humaine de traverser ou d'être traversé par ce genre de pensée et d'émotions pas super agréables. Mais ce qui se passe, c'est qu'on se rigidifie, on se tend, on se fout la pression et donc on altère notre flexibilité psychologique. On pourrait dire que la flexibilité psychologique, c'est la capacité à s'adapter au contexte, à ne pas faire les mêmes choix alimentaires pour les repas du quotidien que pour l'apéro avec les potes. Ça peut donc être l'idée de se foutre la paix de temps en temps. En fait, on va rétrécir notre focale d'attention. Plus rien n'aura d'importance, sauf ce chiffre sur la balance. Alors je comprends que ce soit un indicateur simple et rapide, le poids sur la balance, c'est aussi ce que je dis à mes patients. Continuez à vous peser si c'est important pour vous, pour savoir si vous allez dans une direction adaptée à votre projet, mais regardez aussi où ça vous mène. Par exemple, quand le chiffre indiqué va dans notre sens, vous êtes super content, contente, tout se passe bien. Quand le chiffre indiqué ne va pas dans votre sens, là vous passez une moins bonne journée, une moins bonne matinée, vous vous demandez ce que vous avez pu faire de mal, ou alors le foutu pour foutu repointe le bout de son nez et continue de vous éloigner de votre projet. Pour résumer, la balance, le fait de se peser, c'est un réflexe logique et compréhensible, mais dans la vraie vie, ça marche pas toujours très bien. Elle réduit votre liberté alors que nous, on veut retrouver de la liberté, justement. Et je vous pose une petite question, à quel moment votre balance indique votre niveau d'équilibre personnel?
Comment chiffre-t-elle si vous êtes à l'aise dans votre corps? Comment chiffre-t-elle, comment mesure-t-elle si vous êtes à l'aise dans votre féminité? Vous avez 4 heures. Alors on fait quoi? Parce que c'est bien mignon de parler et de détendre les gens, mais à un moment donné, il faut des résultats. Les gens, ils veulent des résultats, c'est ça. Alors une première piste, ce serait d'essayer d'élargir cette focale d'attention et même d'intention, c'est-à-dire garder la question du chiffre si c'est important pour vous, mais l'inclure dans quelque chose de plus vaste. Par exemple, en explorant qu'est-ce que cette perte de poids vient toucher d'important chez moi? Qu'est-ce qui fait que c'est devenu si important? Ok, peut-être le fait de vous aimer un peu plus, et ce surpoids, peut-être, pensez-vous, ne vous aide pas à vous aimer. Qu'est-ce qu'il y a d'important derrière ça? Peut-être le fait d'être mieux dans votre peau, de gagner plus de liberté de mouvement, de prendre soin de vos articulations sur le long terme. D'accord, intéressant. Donc si je comprends bien, derrière ce projet de perte de poids, on peut aussi regarder les indicateurs de votre bien-être psychologique. Une fois qu'on a commencé à élargir cette focale en mode il y a le chiffre, mais il n'y a pas que le chiffre, eh bien on peut s'intéresser aux différents paramètres de notre vie de tous les jours et voir si on peut en prendre davantage soin. Par exemple, est-ce que je dors suffisamment? Est-ce que mon sommeil est vraiment réparateur? Comment je pourrais m'y prendre pour dormir un peu mieux? Est-ce que je mange suffisamment varié et diversifié? Ça peut être intéressant aussi de prendre soin de son microbiote. Est-ce que je varie les sortes de fruits, de légumes, de légumineuses, de poissons, d'oléagineux? Est-ce que je me régale aussi suffisamment dans la majorité de mes repas? Si j'aime les chiffres, ça peut être quel est mon niveau de plaisir gustatif et sensoriel en moyenne? S'il est en dessous de 5, qu'est-ce que je pourrais faire de concret pour augmenter mon niveau de plaisir au prochain repas? Est-ce que j'ai envie de croquant, de fondant, de coloré? Est-ce que je bouge suffisamment mon corps? Si vous avez la flemme, bougez son corps 5 minutes en dansant sur sa chanson préférée de boîte de nuit. Voilà, ça peut être un premier acte pour se remettre dans le mouvement. On n'a pas forcément besoin de courir 1h30 pour se dire qu'on a vraiment bougé. Ça peut être aussi, je vois que je suis vraiment stressé au boulot en ce moment ou dans mes repas de famille. Qu'est-ce que je pourrais faire de simple, de facile pour diminuer un peu ma charge de stress? Puis comme ça, on peut passer en revue les 6-7 paramètres importants de sa vie pour nourrir notre vie autrement. Je pense à la culture, au fait d'écouter de la bonne musique, de voir un film inspirant, d'avoir des interactions sociales avec des amis, de la tendresse aussi régulièrement que possible, une sexualité épanouie en solo, en duo et plus si affinité, bref, se reconnecter au corps de différentes manières. Je suis en train d'y penser, là, vous avez remarqué, là, on passe du poids au corps. C'est-à-dire qu'on passe d'un chiffre à un ensemble de processus qui est plus appétitif. On passe de je dois vraiment perdre du poids, je dois vraiment atteindre ce chiffre-là à mais qu'est-ce que je pourrais faire de cool pour prendre soin de moi? Et ça, c'est pas uniquement du verbiage, c'est pas de la méthode Coué, c'est un changement de perspective, une évolution. Et ce qui est cool aussi, c'est que ça nous reconnecte au corps et au moment présent sans qu'on le veuille vraiment, sans qu'on l'ait décidé. Si je vous dis, prenez soin de vous hier, c'est vachement important. Prenez soin de vous la semaine prochaine, c'est vachement important. Vous me direz, Charles, c'est pas possible. Et vous aurez raison. Prendre soin de soi, c'est maintenant. Alors que souvent on se dit, ouais, c'est quand j'aurai le temps, la semaine prochaine je serai moins stressé, quand j'aurai terminé ma formation, puis là les enfants seront partis avec les grands-parents. Là j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce que vous pouvez faire là, maintenant, de plus simple et facile pour prendre soin de vous? Ce faisant, on passe du cerveau de la menace au cerveau de l'attachement. Et oui, vous savez qu'on a 2 cerveaux émotionnels, celui de la menace, de l'urgence, où on se dit que c'est super grave ce qui nous arrive, qu'on a un gros problème, qu'il faut trouver une solution urgente, et que cette solution, elle consiste dans le fait de combattre, de fuir ou de rester dans l'inaction. Et avec la petite autocritique qui va bien, là on retrouve un peu tout ce que je vous ai dit sur les réactions dichotomiques, stéréotypantes. Puis on a le cerveau de l'attachement, où là on est plus dans le calme, dans une vision élargie des différentes sphères, des différentes parts de soi, et que la résolution de problèmes, là, elle est plus constructive, plus tolérante, et là on fait preuve de plus de soutien, d'auto-bonté, de compassion envers soi. Alors comment on passe de l'un à l'autre?
et quelle possible incidence par rapport à la question du poids. Déjà peut-être identifier les règles alimentaires qui vous coincent, qui vous arnaquent, genre faut que je mange léger, faut que je mange une salade à midi, je dois compenser mes écarts, les féculents le soir c'est fini, je dois m'armer de volonté pour mincir, les burgers c'est fini. C'est marrant, je prends toujours le même ton pour un mec qui se gueule dessus. Ok, donc ensuite on se pose quelques questions. Par exemple, les burgers c'est fini. Ok, ça me semble une pensée logique. Quand on veut perdre du poids, on se dit les burgers et tout dans l'imaginaire collectif c'est pas ouf. Effectivement, c'est plutôt riche, les burgers classiques. Donc ce serait pas terrible de se nourrir de ce type d'aliments très transformés pour ma santé ou pour mon poids, mais en même temps, si je suis invité et qu'il y a des burgers, je fais comment? Ou que j'ai envie de burgers, ce serait quoi les conséquences possibles? J'en mange pas, je me contrôle, et c'est pas facile, j'y pense pas mal. Je tente de me contrôler, j'y arrive pas, je m'en veux, et j'en mange trop ou je mange trop vite. J'en mange, mais du coup, je bascule dans le foutu pour foutu et j'arrête de prendre soin de mon alimentation en mode balèque. Et ça peut aussi être, bien sûr, ça va, un burger c'est la vie, je le savoure avec mes potes et j'en fais pas toute une histoire. Ça peut aussi être ça. Selon les conséquences que vous aurez observées sur votre niveau d'équilibre personnel, vous regardez si les actions qui ont déclenché ces conséquences vous préparent une vie cool, une vie que vous avez vraiment envie de mener, là où vous vous rapprochez un peu d'une vie idéale, j'ai envie de vous dire. Si c'est pas le cas, quel serait le plus petit pas que vous puissiez faire dans la même situation la prochaine fois? Genre vous êtes invité à une pizza ou une burger party le vendredi soir prochain, vous faites quoi concrètement pour agir dans le sens de votre projet et dans le même temps préserver votre vie sociale et vos envies? Autre piste pour passer davantage du cerveau de l'urgence au cerveau de l'attachement, c'est la prise de perspective. Par exemple, si une personne bienveillante pouvait vous voir en difficulté, que penserait-elle? Si la personne la plus bienveillante de votre entourage pouvait ressentir ce que vous ressentez là, qu'est-ce qui montrait en elle? Si elle pouvait vous coacher, qu'aurait-elle envie de vous dire avec le cœur? Ou alors quels seraient les conseils que vous aimeriez entendre de sa part? Si vous voulez, vous pouvez le noter sous forme de tableau. À la colonne de gauche, vous notez vos pensées à vous, vos émotions, vos comportements qui vous enferment. Puis à droite, ce que pourrait vous dire cette personne bienveillante et profondément bonne pour vous. Si vous avez du mal avec cette prise de perspective, vous pouvez aussi imaginer qu'un ami ou que votre enfant est à votre place, qui vient vous voir et qui vous raconte cette histoire de poids et que vous êtes en position de l'accompagner et de lui dire des trucs cool pour essayer de mieux le comprendre et d'agir avec lui. Voilà, je vous ai parlé d'équilibre personnel parce que le poids varie. Oui, le poids varie en fonction de nos hormones, du stress, du type de pratique sportive, de l'alimentation, de plein de paramètres. Mais ces variations court terme, même si elles sont flippantes pour certains ou certaines d'entre vous, elles sont bien moins importantes que cet équilibre long terme. Parce que se priver pour perdre du poids, ça c'est plus facile que de viser l'équilibre long terme. Je vous avoue que c'était difficile d'être exhaustif dans cet épisode parce que je crois que c'est délicat de l'être avec même 10 épisodes, tant les connaissances, notamment celles liées aux découvertes du microbiote, s'ajoutent chaque année. J'ai essayé de vous donner des pistes de réflexion, tant sur le mode de vie que sur l'aspect comportemental de la perte de poids. J'ai volontairement éludé certains débats parce que je ne veux pas perdre d'énergie dans des querelles de chapelle qui n'intéressent que celles et ceux qui sachent vraiment et qui croivent vraiment mieux que les autres. Voilà, du verbe croiver, bien entendu. Sachant de toute façon que ce que je vous ai dit ne remplace absolument pas la consultation avec un pro de santé diplômé, formé à ces questions. Avant de vous quitter, vous venez d'écouter un contenu gratuit et qui j'espère est de qualité. N'oubliez pas de mettre un petit mot sur Apple Podcast, il suffit de choper un iPhone, d'aller mettre 5 étoiles sur l'iPhone de votre ami et un avis sincère pour que Dans la poire puisse être découvert par d'autres personnes qui se soucient de leur hygiène de vie, de leur mode de vie. Bien sûr, abonnez-vous à ma newsletter pour recevoir ma recette ultra savoureuse de pâte à tartiner aux noisettes avec plus de 60% de noisettes. C'est presque 5 fois plus que la référence du marché que tout le monde connaît et qui commence par Nut et qui termine par A. À qui déboule le débit de l'air? À quel palais le débit de l'eau? Débit de l'eau, si beau, débit de l'eau, palais. S'il est un débit beau, c'est bien le beau débit de l'air. Je vous souhaite un bon appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la poire. Si vous avez appris au moins une seule chose dans cet épisode, le meilleur moyen pour soutenir mon travail et m'aider à faire connaître Dans la poire, c'est de le partager.